Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire Dialogue Insight. Donc, en ce mardi, avec la tempête qui arrive, on espère qu'on va survivre pour demain. Donc, je me présente, Roxane Loiseux, je suis gestionnaire marketing chez Dialogue. Donc, c'est mon premier webinaire avec vous, donc je trouvais important de me présenter. Je vais prendre seulement quelques minutes avant de commencer pour introduire le sujet et aussi Pascal, notre présentatrice. Donc, une mise en contexte, en fait, le webinaire d'aujourd'hui, c'est un sujet qu'on a couvert durant un événement avec lequel nous étions partenaires pour les affaires. Donc, étant donné que ça avait été apprécié, on trouvait important de le partager le plus possible à notre clientèle et aux gens qui pourraient être intéressés. Donc, la présentatrice aujourd'hui, c'est Pascal Guay, donc président de Dialogue Insight. Elle a fondé l'entreprise en 1999 avec les deux partenaires. On célèbre les 20 ans d'entreprise cette année, donc vous pouvez imaginer qu'elle a quand même beaucoup d'expérience sur le marketing des données, la personnalisation aussi, puis tous les canaux, le marketing qui évoluent avec les années. Donc, aujourd'hui, le but, c'est vraiment de vous offrir des pistes de réflexion pour améliorer l'utilisation de vos données. L'idée, c'est de faire du marketing de plus en plus personnalisé. Donc, vous allez voir qu'elle va essayer aussi de vous fournir des cas clients qu'elle a vus dans les dernières années pour essayer d'imager le plus possible ce webinaire, en fait. Donc, c'est un 30 minutes de présentation. N'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez une section pour le chat à cet effet. Donc, Pascal va s'y référer à la fin de sa présentation. Donc, vraiment, utiliser le chat pour ça, il n'y a aucun problème. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Puis, je te laisse la parole, Pascal. Merci beaucoup, Roxane. Roxane, dans le fond, toi, tu dis que la tempête s'en vient. Moi, j'habite l'Ontario et la tempête est ici. Comme j'expliquais, nous, je suis en télétravail et je travaille de la maison et on est en campagne. Donc, notre antenne est sur un silo. On espère juste que le son va être bon tout le long. N'hésitez pas si jamais il y a quelque chose. J'ai pas grand-chose que je peux faire, mais je pourrais reprendre des sections si jamais vous m'entendez pas bien. On se croise les doigts pour que ça fonctionne. Alors, ça me fait plaisir. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait un webinaire, donc ça me fait plaisir d'être de retour. Comme disait Roxane, c'est un webinaire que j'ai déjà fait. C'est dans le fond, c'est drôle parce que quand on a commencé en 99, j'imagine que vous vous imaginez, on n'avait pas de liste de courriel. Donc, on était en mode, les clients avaient 0 adresse électronique. Alors, on était en mode, bon, on va ramasser des adresses électroniques. Quelques années plus tard, on ramassait les noms, prénoms. On était tellement contents quand on avait une liste, un beau fichier Excel avec des noms, prénoms et des adresses électroniques associées. Maintenant, on est beaucoup plus loin que ça. On est dans la donnée vraiment qui nous permet d'aller dans la personnalisation. Alors, on s'entend que c'est une évolution assez drastique dans les 20 dernières années. La prochaine évolution, on va l'espérer, pourrait être celle-ci. On pourrait à terme prendre notre téléphone cellulaire ou notre Google Home et demander d'envoyer une promotion à nos clients et que automatiquement le message va se générer, les contenus vont se générer, on va identifier quels clients doivent en recevoir, de quelle façon. Alors vous imaginez, ça pourrait être si simple que ça un jour. C'est sûr qu'on va ajouter à ça toutes les exceptions, toutes les faut pas que. Peut-être que la commande vocale va prendre plusieurs minutes, mais c'est peut-être là un jour qu'on pourra arriver. On va essayer d'y croire. En attendant, un des éléments que je discute énormément, puis vous allez voir, j'en parle aussi durant la présentation, quand on parle de CMO, quand on parle de directeur marketing, souvent l'agenda, c'est vraiment augmenter les ventes. On a deux pendants. On a le pendant où on doit faire de l'acquisition. Donc, on est en mode, on veut aller chercher des nouveaux clients. Et on a un côté qui est en mode plus rétention où on communique avec. Donc, c'est vraiment les deux sphères sur lesquelles travaillent les CMO, les gens de marketing. On ajoute à ça la personnalisation, qui est en fait vraiment ce qu'on dit la clé du succès. Là, à ce moment-là, on entre dans quoi? Est-ce qu'on est dans l'acquisition? Est-ce qu'on est dans la promotion? Souvent, on voit beaucoup à l'intérieur des entreprises que c'est des équipes qui sont distinctes. Tu as l'équipe qui font l'acquisition, qui sont ceux qui vont faire justement les campagnes des médias sociaux, des trucs comme ça. Et tu as ceux qui vont s'occuper de la rétention, qui vont s'occuper du programme de loyauté et tout ça. Et à ça s'ajoute la personnalisation qui chapeaute, dans le fond, les deux sphères de l'entreprise. La personnalisation, c'est certain que c'est pas quelque chose que ce serait le fun que vous y alliez, c'est quelque chose où vous devez aller. Alors, quelques statistiques ici qui ont été sorties, dans le fond, une réduction de 50% des coûts d'acquisition. Si vous êtes capable de cibler votre client au bon moment, avec la bonne publicité selon son profil, c'est clair que ça va
ça peut vous coûter moins cher de promotion, de Google Ads ou de peu importe, et vous pouvez arriver vraiment au bon moment. L'augmentation des revenus de 5 à 15% sur du moyen long terme et l'efficacité des campagnes, effectivement, plus le message est personnalisé, plus la personne va avoir un intérêt et plus la personne va cliquer, ouvrir les messages que vous transmettez. Il y a 6 défis pour le directeur marketing présentement au niveau de la transformation quand on veut partir d'un mode je fais des campagnes à un mode de je veux aller dans la personnalisation. Bien entendu, le premier, c'est au niveau des budgets. Quels sont les budgets que je vais avoir? Donc, il faut que je contrôle quand même mes budgets, mais aussi, quelles sont les règles de confidentialité? Vous savez, on parle de C28, il y a eu la RGPD, il y a eu plusieurs choses. Il y a des éléments à évaluer, à savoir quels sont les données qu'on peut récupérer, comment on peut les exploiter. Donc, c'est clair que vos politiques de confidentialité doivent être en place et vous devez habituellement faire affaire avec des gens qui sont plus au niveau légal, qui vont vous permettre de dire, bon, est-ce que vous avez accès comme données? C'est sûr que plus vous êtes une entreprise publique, plus vous êtes une grande entreprise, plus vous allez avoir des contraintes à ces niveaux-là. Mais de notre côté, vous allez avoir le budget, alors que dans les entreprises plus petites, c'est sûr que la confidentialité doit quand même être un élément sur lequel vous travaillez parce que plus vous allez avoir de données sur vos clients, plus votre base de données va être une valeur importante pour votre entreprise. Il faut absolument à ce moment-là que vous limitiez les accès et que vous vous assuriez d'avoir des bonnes personnes qui font les bonnes choses au bon moment. Un autre des éléments, c'est qui va avoir la gouvernance d'un projet de transformation en personnalisation, qui va être le propriétaire. On voit souvent dans des entreprises où il y a plusieurs divisions, plusieurs directions, que chacune des divisions ont leur propre base de données, ils sont en contrôle de leurs données. Donc ici, quand on arrive où on dit on va intégrer les données de la comptabilité ou du transactionnel avec les données des médias sociaux, avec toutes les données qu'on a sur le client, c'est clair qu'il faut définir qui va être le propriétaire de cette base de données-là. Donc, idéalement, on en a qu'un. Donc, des fois, il y a une nouvelle division à créer ou un chapeau à donner à quelqu'un. Également, au niveau de la pression commerciale, c'est clair que si vous êtes plusieurs personnes à utiliser la même base de données qui est centralisée, il faut à ce moment-là vérifier à quel moment est-ce que on ne voit pas, vous ne voyez pas mes slides? J'ai quelqu'un qui me dit que vous ne voyez pas mes slides. Est-ce que oui, c'est ça. On voyait, dans le fond, ta slide de présentation. C'est comme si on ne voyait pas ton bon écran. C'est bon, c'est parfait. Là, c'est correct. Correct, là? Oui, okay. Là, c'est correct. On peut continuer. Désolée. OK, donc au niveau budget, excusez, je ne voyais pas la fenêtre. Au niveau, on disait au niveau de la pression commerciale, si vous êtes plusieurs à utiliser votre base de données, c'est clair que c'est très important de définir combien de messages maximum vous allez envoyer parce qu'il est très possible que si vous avez un site transactionnel, que vous avez un site corporatif, que vous avez une newsletter, que vous avez plusieurs choses, qu'il y a des communications qui soient envoyées, par exemple, par votre site transactionnel et que, par exemple, votre programme de loyauté va en envoyer. Donc, il y a vraiment une vérification à faire. Donc, juste m'assurer, Roxane, est-ce que là, tu vois juste mon écran ou tu vois l'écran noir? Je vois juste ton écran. Donc là, c'est parfait. Okay. On voit la slide de c'est bon. Au niveau des défis transformationnels, un autre défi, dans le fond, c'est les processus. Comment on va faire arrimer ça, le marketing, les ventes, le support, parce que c'est clair que lorsqu'on fait des envois, que ce soit des envois par courriel, que ce soit des envois d'SMS, que ce soit des web push, des mobile push, il y a un effet que ça va entrer au niveau de l'équipe de vente, au niveau de l'équipe de support. Donc, il y a toute une communication aussi à faire autour de ce qui va se passer pour pouvoir préparer les gens à l'interne à ce qui va se passer. Bien entendu, au niveau des ressources, on parlait de budget tantôt, mais est-ce que vous avez des ressources financières et humaines? C'est pas la transformation au niveau personnalisation, lorsqu'on veut passer en mode vraiment data, c'est pas nécessairement
financière parce que c'est pas si difficile, ça nécessite pas tant d'argent que ça, mais ça prend énormément de bras, ça prend des gens qui sont là pour pouvoir planifier, ça prend des gens qui sont là pour faire du contenu, ça prend des gens qui sont là pour analyser aussi. Donc, c'est là où des fois, on a un petit frein au niveau des entreprises, mais bon, il y a des consultants, même notre équipe chez nous peut supporter les clients aussi dans cette transformation-là. Et l'autre élément, lorsqu'on veut aller en personnalisation ou en automatisation, c'est quelles sont les technologies qu'on a besoin. Un CRM, une CDP, un ESP, un DMP, c'est toutes des acronymes qui sont dans le domaine. Un CRM, ça fait très longtemps qu'il existe, ça fait au moins 20 ans qu'on utilise ce terme-là. CDP, c'est nouveau, c'est un Customer Data Platform. C'est vraiment ce que nous, ce que Dialogue Insight se présente comme une Customer Data Platform, c'est-à-dire que toutes les données de vos clients, vous les intégrez dans une plateforme. ESP, c'était Email Service Provider. Je sais que mes collègues sont en train de travailler sur un document ou sur du contenu, justement, pour démystifier un peu ces différentes technologies-là et voir quels liens elles ont entre elles pour pouvoir créer un environnement qui est propice à la transformation. Et l'élément qui est le plus important, c'est l'engagement. Vous devez, lorsque vous voulez aller en data, en marketing personnalisé, automatisé, avoir la participation de vos collègues, la participation, bien entendu, de la haute direction. Il faut que les gens soient prêts à faire des changements. Et des fois, c'est là qu'on a un peu le frein. Donc, si on arrête un peu la théorie, ce que j'aime beaucoup dire lorsque je fais des présentations, c'est la première des choses, si on veut travailler toutes les équipes ensemble, il faut se définir un objectif commun. Je vous disais tout à l'heure, au niveau du directeur marketing, souvent, il a deux chapeaux. Donc, il a l'acquisition, où là, on va regarder les chiffres, la quantité de nouveaux clients qu'on a fait, la quantité de nouvelles ventes qu'on a fait auprès de ces clients-là. Et il y a l'autre côté, la rétention, qu'on va calculer, c'est quoi la valeur du client, ou combien de membres dans notre programme de loyauté. Ce qu'il faut regarder, il faut se mettre un objectif commun. Il faut que tous les gens dans l'entreprise aient un objectif commun et c'est la valeur du client à long terme et non pas à court terme. La personnalisation, je le dis souvent, c'est pas quelque chose que vous allez faire un message et vous allez personnaliser votre prochain newsletter, vous le personnalisez, vous n'allez pas voir un pic de progression au niveau de vos ventes, mais vous allez voir un engagement du client auprès de votre marque. Et comme si le client est de plus en plus engagé, avec le temps, il va être plus intéressé à vos infolettes, plus intéressé à vos contenus, donc plus intéressé possiblement à vos produits. Donc, ce qu'il faut regarder lorsqu'on fait de la personnalisation, c'est la valeur du client à long terme. Donc, à quel point on peut créer une relation pour que le client achète chez nous de façon régulière et sur du long terme. Donc, c'est un peu un changement de paradigme qu'il faut qu'on ait dans le fond, où là, plutôt que dans le court terme, les objectifs court terme, on y va plutôt dans un objectif qui est long terme et on le partage avec tous les gens qui participent au niveau des communications, au niveau du marketing, même au niveau du produit, au niveau de tout ce que vous faites. On regarde la valeur du client sur du long terme. C'est clair qu'on doit travailler en équipe vers cet objectif-là. Une équipe, souvent, ce qu'on va voir, il y a eu certaines entreprises, mais très peu avaient développé des directions expérience client, où souvent l'expérience client, c'est eux qui étaient en charge plutôt de planifier ces choses-là. Mais on voit habituellement dans les entreprises des équipes de marketing, de technologie, de BI, donc plusieurs personnes qui collaborent ensemble pour atteindre cet objectif-là. Donc, c'est super important, ce changement-là. Il faut briser les silos. Dans le fond, si vous avez par exemple le programme de loyauté géré par une équipe, le programme e-commerce géré par une autre équipe, votre infolette gérée par une autre équipe, il faut que ce soit intégré dans un seul et même objectif commun. Souvent, ce qu'on va suggérer, puis c'est un de mes clients qui m'en avait parlé, qui m'avait présenté ça, Desjardins pour ne pas le nommer, eux, ce qu'ils ont développé, c'est un chef de contenu qui est au service du client. Je vous explique un peu. Le chef de contenu, en fait, il n'y a pas la promotion d'un service ou d'un produit à faire, mais il est à l'écoute de ce que le client veut avoir. Donc, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il analyse
qu'est-ce que le client pourrait bien être intéressé à recevoir. Parce que vous savez, souvent dans les entreprises, bon, j'imagine vous faites pas mal tous d'envoi d'emails ou du SMS ou vous avez fait tous des campagnes de marketing relationnel. Il y a à un moment donné quelqu'un qui dit « Ah, mon produit, moi, c'est le produit numéro 1 et il doit se retrouver en haut. » Et l'autre arrive et dit « Moi aussi, c'est un produit principal, il doit se retrouver. » Et là, finalement, il y a une guerre de clocher parce que tout le monde veut avoir l'emplacement privilégié dans l'infolette. Le chef de contenu va venir ici ajouter une couche où il va dire « Wow, attends, pour toi, c'est ton produit, mais pour le client, lequel a le plus de valeur? Et peut-être que c'est ni un ni l'autre. Et peut-être que pour certains clients, c'est un, puis certains clients, c'est l'autre. Mais dans le fond, le chef de contenu, lui, il n'y a aucun objectif précis de vente de produits, mais un objectif, comme je disais, au niveau de la valeur du client, au niveau de l'engagement du client. Donc, son travail à lui, c'est de s'assurer de fournir du contenu qui est pertinent et de trouver le bon contenu pour le bon client. C'est pas quelque chose qu'il y a dans beaucoup d'entreprises, mais j'étais contente, dans le fond, de voir, la dernière fois, justement, que j'ai fait la conférence, j'ai un de mes clients qui me disait, ben, écoutez, on s'en va là. C'est quelque chose qu'on a l'intention de mettre en place. Alors, c'est rassurant de voir que ça peut arriver. Le playbook. Comme je disais tout à l'heure, il y a souvent plein de communications qui sont envoyées. Je pense entre autres aux transactionnels. Ils disent que souvent dans les transactionnels, il peut y avoir entre 5 à 7 messages transactionnels suivant une transaction, que ce soit une commande d'un échantillon, un achat, inscription à une activité. Quand on parle de transactionnel, c'est pas nécessairement juste financier, monétaire. Donc, ce qui est important, c'est d'être capable d'avoir une map de toutes ces communications-là. Parce que vous savez, si une personne, par exemple, vient de faire un achat et que vous savez que dans la prochaine semaine et demie, vous allez lui envoyer 5 messages, bien, il y a peut-être lieu de ne pas lui envoyer toutes vos autres communications qui sont les communications promotionnelle, de sélectionner celles qui sont pertinentes. Et ça, le playbook, nous, on l'a monté sur, je ne sais pas si vous connaissez, là, mais Real-Time Board. On a monté vraiment un board où on a nos clients qui sont au centre et tous les processus. Ça va même dans les processus, la facturation, les contrats, les renouvellements, toutes les communications finalement qui sont envoyées aux clients sont mappées dans ce real-time board-là et on est capable à ce moment-là de voir et on est capable d'identifier, bon, mais ceux-là qui sont dans une certaine ligne, donc dans un certain, qui viennent de faire une transaction ou qui sont dans un certain scénario automatique, on les enlève de nos communications qui sont ciblées. Donc, c'est vraiment d'avoir la vision unique de l'expérience client. Donc, toute communication que vous envoyez pour vos clients. La prochaine fois, je l'ai pas mis, mais la prochaine fois, lors d'une prochaine conférence, je vous présenterai vraiment en détail comment on crée ça, un playbook comme ça, comment nous, on utilise ça. De cette façon-là, vous pourrez monter votre playbook. Nous, on le fait vraiment selon les cycles d'achat du client. C'est-à-dire, à chaque étape, on identifie les processus et dans chacun des processus, quels sont les messages qui sont transmis. Une des choses lorsqu'on arrive en marketing personnalisé, puis j'en parle tout à l'heure, on parlait des ressources, c'est souvent le défi, c'est d'avoir les ressources pour générer du contenu. Parce que bien entendu, si on a, je ne sais pas si vous êtes dans le contenu, dans les infolettes de contenu, bien peut-être que vous allez avoir 10 articles au lieu de 5 à écrire. Si vous êtes dans les promotions, ben peut-être que vous allez avoir, ou dans les produits, peut-être que vous allez avoir 10 produits au lieu de 5 à choisir. Donc, des fois, c'est difficile de faire le travail, mais on peut le déléguer. On a plusieurs de nos clients qui utilisent cette façon-là de faire aussi. C'est-à-dire qu'ils vont donner des responsabilités à des gens qui sont sur le terrain, d'aller créer du contenu. Que ce soit, bon, dans le cas d'un de nos clients en Europe, il y a 650 de leurs magasins qui peuvent faire les envois à leurs clients. Donc, la base de données est partagée avec les 650 magasins. Les gens se connectent à notre application et peuvent faire des envois ciblés, qui sont des envois vraiment très engageants parce que sont des campagnes très engageantes parce que c'est des campagnes locales, c'est-à-dire je te dis ce qui se passe à ton magasin local. On en a d'autres, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des zones
dans des infolettes, qui sont des zones qui sont disponibles pour d'autres départements et les départements peuvent venir insérer du contenu et le contenu va de façon automatique être ajouté à l'infolette selon les intérêts de la personne. Donc, il y a quand même une possibilité de déléguer une partie de la job, comme on dit, de déléguer ça à certains de vos collègues ou de vos employés pour que ça pourrait même être à des gens à l'externe, à la limite, là, mais pour que vous soyez capable d'avoir du contenu pertinent, ciblé et intéressant pour les gens. Maintenant qu'on passe de la théorie, on va aller au niveau des étapes importantes pour y arriver. On parle de personnalisation, on parle d'automatisation. Alors, il y a 2 étapes qui sont super importantes. Il faut apprendre à connaître les lunettes que porte votre client, la journée où il vient ou la semaine où il vient sur votre site. Il faut être en mesure de le connaître, de savoir il est rendu où dans son cycle d'achat. Bien entendu, de le reconnaître, c'est-à-dire d'être capable de dire, lui, il est venu, il a fait telle action, il est revenu, il a fait telle action. Donc, pour ça, c'est bien entendu, ce que ça prend, c'est que ça prend une base de données qui est unifiée, une base de données dans laquelle vous allez regrouper l'ensemble des informations que vous avez, que ce soit la navigation sur votre site, les transactions, les produits achetés, les activités participées, les sondages répondus. Donc, nous, ce qu'on appelle, finalement, vous allez créer votre référentiel client unique, c'est-à-dire que vous allez insérer dans une même base de données toutes les données comportementales, toutes les données d'engagement, toutes les données transactionnelles, bien entendu son profil et ces données démographiques que vous avez, quels sont les appareils qui l'utilisent. À ce moment-là, vous allez être capable de cibler des communications parce que si vous avez une personne qui lit principalement sur le mobile, vous savez que le temps disponible sur un mobile est moins que sur un ordinateur. Donc, vous allez peut-être changer vos façons d'aborder la personne selon le média ou selon la plateforme qu'il utilise pour voir vos communications. Ça, ce que ça vous permet de faire, c'est d'avoir une vue, bon, on appelait ça une vue 360, mais le référentiel client unique, ce qui est quelquefois difficile, c'est qu'on se retrouve avec des bases de données qui ont des identifiants différents. Par exemple, vous avez vos inscrits à votre infolette qui s'inscrivent à partir de votre site web. Donc, vous demandez l'adresse électronique, nom, prénom, code postal, on espère, et une ou 2 informations supplémentaires pour pouvoir mieux cibler vos communications. Mais de l'autre côté, vous avez votre outil transactionnel dans lequel vous avez votre site e-commerce, puis que finalement, vous avez un code de client, que le code de client, ben vous l'avez pas avec votre infolette. Donc, mais il faut regrouper ces choses-là ensemble. La bonne nouvelle, c'est que chez Dialogue Insight, on a déjà une façon de faire, mais on est en train d'améliorer cette façon de faire-là, où vous allez vraiment être en mesure de pouvoir avoir plusieurs bases de données et de regrouper ces bases de données-là dans un seul centre dans lequel vous allez avoir une vue complète. Cette vue-là va se compléter avec des outils comme Parcours qu'on a, qui sont des outils qui vont faire du tracking de visiteurs au site web pour être capable de déclencher du marketing automatisé ou qui vont vous permettre d'identifier finalement les points d'intérêt ou les sujets d'intérêt pour vos clients. Lorsque vous avez votre référentiel client unique, c'est comme je disais tout à l'heure, dans le fond, le Customer Data Platform. Le Customer Data Platform, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il intègre vos données, il apprend à analyser vos données, il va mettre des scores, il va utiliser ce machine learning-là pour faire de la segmentation et de l'automatisation. Et ensuite de ça, il va faire l'orchestration également des campagnes. C'est beaucoup de mots sur une slide, mais en fait, ce qui est important de savoir ici, c'est qu'il y a des outils. Nous, on a plusieurs outils. Parmi vous, il y en a plusieurs qui utilisent, mais on a des outils de persona, on a un outil de pointage auquel vous avez probablement tous accès. On a aussi un outil de score qui, lui, n'est pas accessible directement parce que c'est vraiment des calculs mathématiques qui doivent être faits et c'est réservé à notre équipe de développement. Mais on peut élaborer des scores. Par exemple, on l'avait fait pour certains clients, sortir c'est quoi la catégorie de produits d'intérêt. Donc, selon les pages visitées, les clics dans les infolettes, on identifie quelles sont les catégories de produits que la personne est le plus intéressée et on lui transmet finalement dans un infolette des produits qui sont en lien avec cette catégorie-là. Il y a
plein d'autres choses qui peuvent être faites aussi avec les données. Mais l'idée, c'est d'avoir un outil qui centralise le tout, qui en fait l'analyse et qui finalement vous permet d'orchestrer de façon automatique ou manuelle, on va le voir tout à l'heure, des campagnes. La deuxième étape, on doit optimiser les outils communicationnels. Je le dis souvent, puis je vais passer tout de suite à l'autre étape, mais avant, on était le contenu va définir les contenants. Lorsqu'on veut aller en personnalisation et en automatisation, ben, on est un peu à l'inverse. On est un peu dans le contenant qui définit les contenus. Je m'explique. C'est que vous allez développer des modèles qui sont des modèles qui sont très quand même souples, mais tout en étant figés, mais qui vont vous permettre, dans le fond, d'être beaucoup plus rapide dans vos temps de déploiement. C'est-à-dire, par exemple, si vous dites, j'ai un 2 colonnes, et mon 2 colonnes, l'image, à mesure telle grandeur, mais ça prend une image de cette grandeur-là. Parce que si vous continuez, comme on voit des fois chez nos clients, bon, ben j'ai une image de 300 pixels, non, là, c'est 400 pixels, non, c'est 200 pixels, ah ben là, je peux pas la cropper parce qu'elle a dit, là, on se retrouve finalement à faire du développement et travailler à chaque fois dans le contenant. Alors que ce qui est important, c'est le contenu. Donc, on définit des zones, on définit des façons de faire, on définit finalement le contenant et ensuite de ça, on va chercher les contenus. C'est sûr que si vous êtes, par exemple, dans un site e-commerce de produits, puis que votre site, dans le fond, a déjà des vignettes d'images d'une telle dimension, avec un titre de telle couleur, avec vous pouvez utiliser exactement les mêmes grandeurs d'images, les mêmes choses. Vous devez juste, dans le fond, prévoir vos contenants pour pouvoir aller les chercher, pouvoir les utiliser sans avoir à refaire tout le contenu. Je me souviens quand on a commencé à travailler avec un de nos clients en 2003, 2002, 2003, tout le message était fait par leur agence. Tout était designé, c'était un design complexe pour chacun des messages. Ensuite de ça, on avait aussi un autre qui, à chaque saison, changeait les couleurs de l'entête, les couleurs. Sincèrement, c'est pas ça. Les gens vont pas se rendre compte si vous avez une image d'automne ou une image d'hiver. Le monde cherche votre contenu. Donc, assurez-vous d'avoir les outils pour bien diffuser votre contenu, qui soit efficace. Mais comme je dis, on est dans un mode où là, c'est le contenant qui définit les contenus. Et lorsque quelqu'un veut sortir de la zone ou des blocs que vous avez définis, ramenez-les à les blocs et parlez, dans le fond, de temps de déploiement, de rapidité, mais aussi du fait que le client s'habitue à voir d'une certaine façon vos contenus sur votre site web. Donc, essayez d'utiliser la même sauce autant pour vos communications. Une fois que vous avez fait ça, vos blocs, finalement, mais vous devez, dans le fond, vous assurer d'intégrer les contenus dans les messages. Il y a plusieurs façons de le faire. Il y a les méthodes manuelles, c'est-à-dire on est dans un drag and drop, puis on prend les images et on les positionne. Il y a la méthode automatique. La méthode automatique, en fait, c'est la méthode, je vais retourner, c'est une méthode dans laquelle vous n'avez rien à faire. Le contenu va se gérer de façon vraiment automatique. C'est à partir de différentes choses. Donc, si vous n'avez même pas à vous casser la tête, je vais vous expliquer après des choses qui sont faites. Et vous avez la façon semi-automatique, c'est-à-dire que vous pourriez avoir une librairie de contenu. Puis à ce moment-là, vous positionnez vos contenus selon la librairie que vous avez. 4 différentes façons, dans le fond, de créer vos contenus. Via un RSS, vous pouvez avoir un bloc à RSS qui prendrait, par exemple, vos 5 derniers articles sur votre site web. Peu importe, la majorité des systèmes CMS ont des RSS. Donc, je sais que c'est une vieille technologie, puis il y en a qui disent « Ah, c'est pas à mode », mais quand même, ça vous permet d'aller chercher des contenus et de les faire afficher automatiquement. Donc, vous imaginez que vous avez une infolette, puis vous dites, je veux faire afficher mes 3 derniers articles que j'ai postés, et automatiquement, les articles se font. À chaque semaine, vous n'avez pas besoin de rien faire. Les articles vont aller, on va aller chercher les articles, votre modèle va aller chercher les articles sur votre site web, il va les positionner dans votre infolette. Une base de données de contenu, dans le fond, ça peut être autant une base de données de produits, ça peut être une base de données d'articles aussi, encore une fois, si vous avez des articles dans des bases de données. Donc, c'est une base de données, ce que ça va faire, c'est que ça va vous rendre disponible une librairie
et vous allez pouvoir les positionner. Votre CMS, j'ai certains de mes clients qui, eux, ce qu'ils font, c'est que le message est entièrement créé à partir de leur CMS et avec des API, le message est transféré chez nous et envoyé de façon automatique chez nous. Donc, si tout votre contenu est disponible sur votre CMS, pourquoi pas, c'est une des façons de le faire. Et la dernière façon, pas la dernière, mais une des façons de le faire, c'est le fichier Excel. Dans le fond, vous avez, par exemple, une équipe qui s'occupe de la commercialisation et qui s'occupe de votre circulaire et qui ont des produits avant la promotion. Vous pourriez leur demander de vous envoyer les produits dans un fichier Excel. Donc, par exemple, la première colonne, c'est le URL de l'image, la deuxième, le nom du produit, la troisième, le prix, la quatrième, le prix escompté, la cinquième, la description. Donc, la personne vous envoie ça dans un fichier Excel, vous importez votre fichier Excel et vous positionnez. C'est vraiment simple avec les outils drag and drop qui sont disponibles. C'est vraiment simple à faire et ça va vraiment vous permettre de sauver du temps et vous permettre quand même aussi d'avoir de la personnalisation et de garder, au lieu de prendre votre temps pour intégrer vos contenus, finalement, vous allez prendre votre temps pour choisir et créer vos contenus. Bien entendu, lorsqu'on parle de personnalisation, d'automatisation, il y a des défis pour réaliser les tests de personnalisation. Ça vous prend absolument des groupes contrôle. On a des outils de simulation d'envoi qui vont vous permettre de voir, par exemple, je ne sais pas, prenez par exemple, vous avez un infolette ou une promotion que vous envoyez et vous avez un message d'introduction qui est spécifique à certains groupes de clients. Ben, l'outil de simulation va vous permettre de vérifier s'il y a certains clients qui n'auraient pas de message d'introduction parce qu'il se peut que vous n'avez pas pensé à un segment de clientèle et que finalement, ce segment de clientèle-là va juste pas avoir d'introduction. Donc, c'est important la simulation d'envoi. Et les groupes contrôle, ben, c'est quelques clients que vous avez qui ont des profils qui sont différents et qui vous permettent de vérifier l'exactitude de ce qui va être affiché. Lorsqu'on fait avec les RSS ou avec les bases de données de contenu, c'est quelque chose qui est assez simple parce que bon, le groupe contrôle, les tests vont se faire souvent au début à la création du modèle, mais lorsqu'on est plus en intégration de contenu, c'est super important parce que si vous vous trompez sur un persona, par exemple, vous dites je veux afficher ça pour ce persona-là et ça pour l'autre persona que finalement vous avez inversé ou que vous avez choisi 2 fois le même persona, bien, vous avez un persona qui n'aura pas de contenu. Donc, c'est super intéressant. Et encore une fois, via l'utilisation de zones, comme je vous disais, de blocs de contenu, vous pouvez vraiment, ce que moi je suggère toujours, c'est de prendre au lieu de confirmer votre infolette au complet ou votre message au complet, prenez vos zones, vos blocs de contenu et approuvez-les une à une. De cette façon-là, vous allez être en mesure de vous assurer d'avoir tout testé, que tout soit correct. Mais les clients vous en tiendront pas rigueur si vous faites des erreurs. J'ai pas vu beaucoup de désabonnements lorsqu'on a des erreurs qui se font par nos clients, mais c'est sûr qu'il faut limiter vraiment les erreurs le plus possible parce que vous savez, lorsque vous envoyez un message, lorsque vous cliquez sur le bouton, que ce soit un SMS, que ce soit un email, un web push, c'est parti. Souvent même, on a certains de nos clients que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont envoyer à 500 personnes pour commencer, pour voir, pour confirmer que tout est beau. Et après ça, ils vont déclencher l'envoi complet. De cette façon-là, si vous avez fait une erreur, c'est moins grave de faire une erreur sur 500 contacts que d'en faire un sur 50 000, par exemple. Alors, c'est des façons de faire également. Comme je disais tout à l'heure, l'automatisation et personnalisation, ça augmente la valeur de votre client. C'est pas quelque chose, c'est pas un « hey, ce serait le fun », c'est vous devez le faire, votre compétition va y arriver. C'est de l'engagement, c'est le client qui mène maintenant et ce qu'il faut, c'est créer vraiment un engagement avec lui. Donc, j'espère que vous allez tous devenir des champions de l'automatisation à terme. Alors, j'ai terminé. J'imagine que j'avais des questions. Est-ce que Roxane, c'est toi qui as pris les questions et Mon Dieu, désolée. En ce moment, dans le chat, je n'en vois pas. Donc, s'il y en a qui ont des questions par rapport à ce que Pascal a mentionné, c'est le temps d'y aller. Vous pouvez les poser directement dans la section chat. Je vais laisser quelques secondes. S'il n'y en a pas plus, ça semble...
Mais je pense, Pascal, que tu as été assez clair puis que les gens n'ont pas plus de questions. Donc, si jamais vous en avez, n'hésitez pas à aller voir ça nos documentations. Je tiens à mentionner aussi, si vous êtes intéressé par ce que Pascal discutait là, au niveau du CDP, tout le vocabulaire là, qui s'en vient assez complexe, il y a un article de blog qui va sortir cette semaine que j'ai écrit. Donc, à mon avis, pourrait être, en fait, qui va être très intéressant sur le sujet. Donc, je vous invite à lire ça. Il devrait sortir dans la fin de la semaine. Donc, j'en avais, excuse-moi, j'avais des questions. Je sais pas pourquoi tu les vois pas, mais moi, j'en vois des questions. Ah oui, je les vois pas. Il y a quelqu'un qui pose la question, c'est quoi l'outil pour le playbook? C'est le real-time board. Dans le fond, je me souviens pas comment on pourra vous l'envoyer dans le fond, cet outil-là. Une DMP, quelqu'un pose la question, une DMP, c'est Data Management Platform. La DMP va être beaucoup plus utilisée, puis comme je disais, on va avoir un article sur ça, mais c'est un outil qui va récupérer le parcours des clients, surtout sur toutes les plateformes web. Donc, et qui va joindre ça avec des données tiers pour créer un profil. Donc, c'est beaucoup au niveau des comportements web. Donc, c'est Data Management Platform, c'est pour ça que ça tient. Quelqu'un pose la question que la présentation sera expédiée par courriel. Oui, elle va être expédiée par courriel. Et effectivement, j'ai répondu à la DMP, mais on va quand même vous écrire un article sur ça et vous allez avoir plus d'informations sur ce sujet-là. Alors, je vous remercie pour votre temps et n'hésitez pas. Si vous avez des idées aussi de sujets, je ne sais pas si Roxane tu l'as dit, mais si vous avez des idées de sujets, des éléments que vous aimeriez qu'on précise plus, n'hésitez pas. Nous, c'est pour vous qu'on les fait, ces webinaires-là, puis on est à votre écoute. Alors, n'hésitez pas à nous le dire. Alors, bonne fin de journée. Merci, bonne journée.